Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibrairie. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est donc la deuxième partie des séances qui va être aujourd'hui consacrée aux sciences humaines et sociales. La semaine dernière, on avait fait un premier tour de piste sur l'économie-gestion. Et puis la semaine prochaine, il y aura une séance consacrée aux sciences. Au niveau des SHS, nous étions parlé pour la dernière fois, c'était début décembre, le deuxième vendredi de décembre, je crois. Et bon, la vidéo, comme d'habitude, est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibrairie. Donc, si vous n'avez pas pu participer, je vous invite à aller consulter la vidéo. Il y a eu beaucoup de choses qui avaient été évoquées à l'époque. Il y en aura beaucoup aujourd'hui d'ailleurs aussi. Le prochain webinaire, lui, aura lieu toujours consacré aux sciences humaines et sociales le vendredi 12 avril à 11 heures. Donc, comme à l'accoutumée, hein, je vous prépare un petit email bilan que je vous enverrai toute fin de matinée à l'heure du déjeuner. Et dedans, vous retrouverez évidemment le replay de la séance d'aujourd'hui, le lien pour vous inscrire au webinaire du 12 avril, puis évidemment toutes les sélections que j'aurai préparées aujourd'hui. Alors, la vidéo sera disponible sur YouTube la semaine prochaine, comme d'habitude. Et puis, pour les personnes qui suivent la vidéo sur YouTube, vous aurez tous les liens qui seront en description de la vidéo. Donc, au niveau du plan, je vais faire un petit peu comme d'habitude, hein. Je vais m'attarder dans un premier temps sur la partie éditeur, avec un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds sciences humaines et sociales. Donc, je vais m'attarder un petit peu dessus. Après, je vais passer sur ce que j'appelle les focus éditeurs, donc des éditeurs qui nous ont fait des importantes mises à jour. Donc, il y aura deux éditeurs que je vais mettre en avant. Et puis après, on va partir sur la partie thématique. Donc, pour la partie thématique, hein, il y aura une petite sélection en art, en histoire, en géographie, lettres, philo et psychosociaux. Voilà un petit peu le cheminement de la séance qui va durer 25-30 minutes. Alors, vous ne vous laissez pas impressionner par le nombre d'écrans qui sont présentés parce qu'il y en a sur certains, je vais aller très, très, très vite. Comme vous allez recevoir les liens, je ne vais pas trop m'attarder dessus pour aller voir après ce qui va vous intéresser en fonction de soit vos domaines d'acquisition, soit vos domaines d'enseignement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc je vais couper la caméra évidemment comme d'habitude pour un souci de bande passante. Et puis on va pouvoir commencer le webinaire. Ah, autre chose, un point important, hein, via le mail récap que je vais vous envoyer dans la journée, hein, n'hésitez pas en retour si vous avez des questions à revenir vers moi. Ce mail sert à ça. Plus de questions sur le fond, sur les fonds d'ailleurs de sciences humaines et sociales de ScholarVox. Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc, je coupe ma caméra et puis on se lance. Alors, le nouvel éditeur dont je voulais vous parler, alors je vais faire apparaître le premier écran. Il y en a plusieurs que je vais faire défiler. C'est les éditions Cartala. Donc là, c'est pour la partie art. Alors, Cartala, on a commencé à travailler avec eux en tout début d'année. On a commencé à incorporer des titres de cette maison d'édition parisienne en tout début, enfin courant janvier. Donc c'est tout neuf pour nous. On a fait pour l'instant des sélections autour des publications entre 2017 et 2023, je dirais toutes disciplines confondues. On va s'attaquer davantage aux livres de fond dans les semaines qui viennent. Donc pour les livres plus anciens, on va commencer à les incorporer, je pense, fin de l'hiver, début du printemps, où ils arriveront progressivement parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup à traiter. Donc, ça va venir progressivement. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on a fait une première sélection des titres de chez Cartella publiés entre 2017 et 2023. Donc, c'est un éditeur parisien qui existe depuis 1980, qui est spécialisé dans les sciences humaines, qui est spécialisé également dans tout ce qui concerne les pays en voie de développement. Donc, il y a beaucoup de choses relatives aux sciences politiques également. Mais là, ce n'est pas sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui. Donc, on a fait rentrer, par exemple, pour la partie art, on va dire, 9 titres pour l'instant. Donc, il y a 9 titres autour de l'art. Beaucoup de choses sur la bande dessinée, d'ailleurs, qui sont présents parmi ces 9 titres. En lettres aussi, 19 titres de lettres avec Cartala. Donc, beaucoup de littérature sur les Caraïbes, sur l'Afrique également. Donc, pour les étudiants en lettres qui travaillent sur ce type de thématique, ils trouveront pas mal de choses intéressantes.
La philo, alors là, il n'y a que 2 titres en philo, donc c'est assez facile de faire le tour hein, pour l'instant. Donc, vous voyez, la crise moderniste revisitée, et puis un ouvrage qui s'appelle Il y en a marre. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la philo. Un gros fond en psychosociologie, donc plus de la sociologie d'ailleurs. Vous voyez, 43 titres pour l'instant qui sont rentrés, donc il y a beaucoup de choses hein, de sociologie publiées chez Cartella. Donc, même chose, je vous communiquerai le lien et vous pourrez aller voir la liste des titres en sociaux. Et puisque j'en parle très peu dans mes webinaires, mais il ne faut pas oublier qu'on en a aussi dans notre fonds, dans nos fonds SHS, c'est les sciences religieuses. Il y a 53 titres de sciences religieuses qui nous ont été communiqués par Cartala. Donc, il y a beaucoup de choses en religion et en sciences religieuses et en théologie dans le fonds qui nous est proposé par Cartala. Donc là, il y a une cinquantaine de titres. Même chose, je vous enverrai le lien et puis vous pourrez aller voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Alors, il y a des choses qui sont à la frontière des champs, hein, évidemment, religion et sociologie, religion et psychologie, etc. Histoire également des religions, donc ce qu'on va retrouver aussi dedans. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le lien que je vous enverrai de chez Cartala. Donc là, vous recevrez hein, évidemment, là j'ai présenté quoi, 5-6 liens différents de Cartala, je vous enverrai les liens pour chacun des bouquets. Hein. On va passer maintenant au focus des éditeurs. Et le premier éditeur sur lequel je vais m'attarder, c'est Vernon. Alors, donc Vernon Press, qui est un éditeur américain qui travaille avec nous depuis pas mal d'années déjà et qui nous a fait une belle petite mise à jour pluridisciplinaire pour les sciences humaines. Vous voyez, c'est 17 titres au total. Je les ai tous là rangés dans la même sélection, dans le même lien. Dedans, on va retrouver de l'art, de l'histoire, de la philo, des lettres et un peu de psychosociaux. Donc à chaque fois, vous voyez ici, j'ai marqué le nombre de titres hein, qui correspondaient à chacune des grandes thématiques. Euh, Parmi les titres que j'ai retenus qui m'ont semblé intéressants, il y en a pas mal qui sont intéressants, mais il y a celui-ci là qui s'appelle Italy in the second half of 19th century. Il y avait aussi Transfiction également. Et un autre bouquin qui m'a semblé super intéressant, c'est plus pour l'art, ce coup-ci, c'est The City on Screen. C'est l'histoire d'Istanbul au cinéma, donc qui me semblait être intéressant également. Donc il y a tous ces titres-là, donc je vous les fais défiler également. Donc vous irez voir le lien, il y a des choses vraiment sympas dans la partie de chez Vernon. Donc c'est des livres en anglais, hein, parce que l'éditeur américain. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes. Autre gros morceau également, c'est Rudulm. Alors Rudulm, on travaille pareil avec eux depuis pas mal d'années et l'éditeur nous a proposé d'incorporer des titres de fond qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Il y a beaucoup de titres, vous voyez, c'est 63. Alors je vais mettre 63-1 parce que le premier qui est là, Une jeunesse à Berlin, est un bouquin de 2024, donc récent. Mais tous les autres titres qui apparaissent dans ce listing de 63 sont des ouvrages qui ont été publiés entre 1983 et 2019. Donc on arrive dans le fond avec évidemment des titres d'art, géographie, histoire, lettres, beaucoup de lettres, philo, psychosociaux et sciences religieuses, il y en a un. Donc vous recevrez toute la liste entière. Alors, ce que j'ai retenu, moi, dans les titres de fond, il y a le pouvoir des courtiers, par exemple, en histoire, sur l'univers marchand et le courtage en Europe du 15 au 18e siècle. Il y avait pas mal de choses en littérature, ils sont un petit peu plus bas. Il y avait un livre sur Borges qui m'a semblé intéressant également. Il est où mon petit Borges? Il est là, c'est Lire Borges aujourd'hui. Et puis il y en avait un sur Hemingway aussi dans les titres de fond que j'avais retenu. Alors, il y en a un sur Desproges, ça aussi je l'avais noté, qui pouvait être intéressant. Et puis il y en a un autre en littérature sur Hemingway, il est un peu plus bas, je pense que c'est un titre plus ancien. Parce que plus on descend, plus les titres sont vieux. Il est où mon Hemingway? J'ai dû le passer. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, là, on arrive dans les titres anciens, donc j'ai dû le passer, j'ai pas dû le voir dans le listing. Mais en tout cas, je vous enverrai la liste des titres, évidemment, pour que vous puissiez aller voir. Tiens, il est là sur Hemingway. Voilà, il est ici. Un acte d'essai en recherche. Celui sur des proches est vraiment très bien. Donc voilà pour la partie des Rudulmes, donc une belle petite mise à jour qui nous a été faite de la part de l'éditeur ces dernières semaines. Et donc vous pouvez accéder via les collections et différents bouquets SHS à la liste des titres. Donc vous voyez, hein, j'ai remis après chaque fois comme j'ai fait pour
pour Vernon, le nombre de titres qui sont concernés à chaque fois par bouquet, art, géo, histoire, etc. Alors, je vais passer maintenant sur les sélections thématiques. Et je vais commencer par, comme d'habitude, l'art. Donc, j'ai sélectionné 6 titres, et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et puis, on va commencer légèrement, là. C'est pour moi une petite friandise, un bouquin sur Dépêche Mode de Sylvain Fanet, qui est publié chez Le Mot et le Reste, dans la collection Musique. Alors, Sylvain Fanet, il est journaliste, il est rédacteur en chef, il a été producteur également chez Radio France. Ce n'est pas son premier livre qu'il écrit, d'ailleurs, et pour Le Mot et le Reste. Donc là, il s'attaque à des légendes vivantes, c'est le groupe Dépêche Mode. Donc, il explique comment un jeune groupe de la lointaine banlieue de Londres, d'une très grande banlieue de Londres, de Basington, qui sont devenus un succès planétaire avec à l'origine une pop synthétique très légère et quelque part ont révolutionné la pop synthétique dans le monde. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Il y a un portrait des différents musiciens qui ont composé Dépêche Mode qui est présent dedans. Et puis une analyse aussi de la discographie du groupe qui est très riche. Il y a quasi 20 albums de Dépêche Mode, donc tous les albums sont présentés. Et c'est vraiment un ouvrage excellent pour découvrir ce groupe légendaire, évidemment, de pop musique. Autre titre que j'ai retenu pour la partie art, il est juste à côté. Il est publié chez Armand Collin. C'est La fin du cinéma. C'est sa 2e édition. Enfin, fin du cinéma, vous avez vu, avec un petit point d'interrogation. La résilience du cinéma à l'ère du numérique. Il y a deux auteurs qui ont travaillé dessus. Il y a tout d'abord André Gendreau, qui est historien et théoricien du cinéma, et Philippe Marion, qui est professeur des sciences de l'information à l'Université catholique de Louvain. Et dans cet ouvrage, les deux auteurs font un état des lieux de l'impact du numérique sur le cinéma aujourd'hui. Alors, l'impact du numérique, évidemment, sur toute la partie production cinématographique. Donc, qu'on n'est plus sur bande, on est maintenant sur du digital pour filmer. Et puis, l'autre partie qui va être aussi importante, c'est que est-ce que les salles de cinéma se vident au profit du digital d'ailleurs à la maison avec les plateformes de consultation. Donc tout est expliqué dans cet ouvrage qui est très complet. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est sa 2e édition. Ils ont rajouté des choses par rapport évidemment à la première. Ils ont été plus loin parce que le digital s'est évidemment développé dans la profession entre-temps. Donc il y a un bel état des lieux dedans. Donc c'est en quoi le numérique modifie le cinéma. Qu'est-ce que la digitalisation dans le cinéma? Et puis les nouveaux supports et les nouveaux lieux de la consommation du cinéma également. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Alors sur la partie art, vous pouvez donc retenir l'ouvrage sur Dépêche Mode, et puis la fin du cinéma chez Armand Collin, puis il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés aussi. Alors il y a un autre ouvrage dont j'aurais voulu vous parler, qui est vachement intéressant aussi, c'est l'empreinte des lieux culturels sur les territoires, qui peut être intéressant également. Je vais passer maintenant sur la partie histoire. Et pareil, hein, j'ai retenu 6 ouvrages et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Henri III, un roi de tragédie, de Alain Joblin, qui est professeur d'histoire à l'Université d'Artois. J'ai voulu sélectionner ce titre-là parce que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, c'est La Reine Margot. Et évidemment, Henri III est un des protagonistes du film. Et donc, on revient sur l'état du royaume de France dans cette biographie d'Henri III au tout départ. C'est en deuxième moitié du XVIe siècle. Le rôle de Catherine Médicis dans la formation de Henri III, donc, qui était le successeur de Charles IX, qui étaient les 2 fils de Catherine de Médicis. Donc, l'éducation du prince, on retrouve dedans. La Saint-Barthélemy, évidemment. Et donc, le massacre de la Saint-Barthélemy qui est présenté dedans. Le rôle de Henri III quand il fut roi de Pologne, en 1574 quand il a accédé au trône de France, quelle était sa politique, ses excès aussi, son assassinat et toute la légende de prince noir dont il a hérité après sa mort. Voilà, tout est présenté dans cette biographie d'Henri III, qui est vraiment très intéressant. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande, qui est publié chez Ellipse, si je ne vous l'avais pas dit. Autre titre qui a retenu mon attention en histoire, c'est celui-ci. C'est Le communisme au village, publié
aux belles lettres dans la collection Le goût de l'histoire, c'est de Nicolas Werf. Alors, Nicolas Werf est historien et chercheur au CNRS, il est donc spécialisé sur l'Union soviétique. Et donc, il revient évidemment sur le monde paysan sous le communisme et surtout sur les premières décennies de l'Union soviétique. Donc, ayant participé à la révolution de 1917, dans quel cadre évoluait le monde paysan dans les premières décennies du communisme, en Union soviétique? Donc, dedans, on retrouve les cadres de vie des paysans en Russie au début du XXe siècle. Donc, comment était composé le village russe? Qu'est-ce que la commune paysanne? Quels ont été les grands bouleversements culturels via le bolchevisme dans les campagnes? Et puis enfin, les paysans face au pouvoir. Comment ils étaient considérés, comment ils percevaient le pouvoir du Soviet suprême. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très intéressant. Moi, je l'ai pas mal bouquiné, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes dedans. Plus la Russie est sur le. On en parle énormément en même temps en ce moment avec la guerre en Ukraine. Donc c'est intéressant de replacer un petit peu les choses dans le contexte historique. Et donc il y a ce livre pardon, qui parle du communisme au village. Donc en histoire, vous pouvez donc retenir Henri III, un roi de tragédie, et puis Le communisme au village, qui est publié lui aux belles lettres. Et puis il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans la sélection que je vous transmettrai. On va passer maintenant à la géographie. Et pareil, j'ai retenu 6 titres qui sont là et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est les systèmes d'information géographique. C'est la 2e édition, publiée chez Armand Collin dans la collection Cursus. L'ouvrage est sous-titré Principes, concepts et méthodes. Alors, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Et tout d'abord, Christina Achan Legoni, qui est professeure de géographie à l'Université de Lyon 2, Claire Kunti, qui est maître de conférence de géographie à l'Université de Lyon 2 également, et puis Paul-Annick Davoine, qui est professeur de géographie à l'Université de Grenoble. Donc, dans cet ouvrage, vous l'avez compris, les autrices parlent des systèmes d'information géographique. Donc, comment on passe de la réalité de terrain à l'info géographique dans les SIG, les fondamentaux de l'information géographique, comment intégrer des données géographiques dans les SIG, comment visualiser, interroger et enrichir de l'information géographique, et puis enfin les différents traitements spatiaux de l'information géographique. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. Donc c'est un manuel qui va être évidemment très important pour les étudiants en géographie qui travaillent sur les systèmes d'information géographique. Autre titre que j'ai retenu, il est là. C'est tout simplement La géographie, concept, savoir et enseignement. C'est la 3e édition de ce livre qui est publié également chez Armand Collin, qui a été fait sous la direction de Philippe Sierra, qui est professeur de géographie en classe préparatoire à Saint-Cernin à Toulouse. Et cet ouvrage, ce manuel, c'est tout simplement, on retrouve dedans comment transmettre la culture géographique. Qu'est-ce que la géographie? Quel savoir en géographie faut-il maîtriser? Quels sont les grands thèmes de la géographie? Donc on imagine la planète, l'urbanisation, l'environnement et sa protection, les territoires et leurs ressources, la mondialisation, le développement durable et également les outils géographiques. Donc on en revient quelque part au SIG dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc sur la partie géo, vous pouvez donc retenir les systèmes d'information géographique et l'ouvrage La géographie, 2 ouvrages de manuels publiés chez Armand Collin. Je vais passer aux lettres maintenant. Ah, je suis ressorti. Hop là, les lettres sont là. Hop, lettres. Pareil, hein, j'ai sélectionné 6 titres et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Alors je vais d'abord prendre cet ouvrage de chez Ellipse, L'analyse du texte littéraire, 20 explications et commentaires composés. C'est de Marie Baumier-Necroff, qui est professeure de chaire supérieure à Cagnes et Hippocagne. Alexandre Ducaire, qui est lui professeur agrégé de lettres modernes à Orléans, en classe préparatoire à Orléans. C'est donc à la fois un ouvrage qui va être à destination des étudiants de classe prépa, mais pas seulement, en université, et pour ceux également qui préparent le CAPES et la GREG. Donc,
toutes les clés sont présentes dedans pour comprendre l'analyse d'un texte littéraire, comment faire un commentaire de texte littéraire à partir de textes du XVIe au XXe siècle. Il y a toute une partie méthodologique qui est présentée dans cet ouvrage, différentes synthèses sur les différentes notions littéraires, un lexique également. Et puis, on découvre évidemment l'analyse du texte littéraire via le roman, le théâtre, la poésie, la littérature des idées, et puis enfin la biographie et l'autobiographie. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre qui va être intéressant évidemment pour la maîtrise de l'analyse du texte littéraire. Alors, autre ouvrage que j'ai retenu, il est ici. C'est la méthode de langue latine, lire, comprendre et traduire les textes latins de Étienne Famry, c'est publié chez Armand Collin. C'est la 3e édition de cet ouvrage. Donc Étienne Famry est lui professeur de lettres classiques à l'Université de Liège. C'est un ouvrage qui va s'adresser à la fois aux étudiants de premier cycle de lettres, mais vraiment pour se remettre à niveau sur le latin. On peut imaginer des étudiants qui ont été pendant quelques temps sans pratiquer le latin, quelques années. Eh bien, cet ouvrage va leur permettre de se remettre à niveau. Donc, on va comprendre, il y a en 2 grandes parties l'ouvrage. Une première partie qui est très, très, très détaillée, qui est en 25. La première partie est en 25 parties. Voilà, je vais y arriver. Donc, on retrouve dedans les verbes, les déclinaisons, la syntaxe, etc. Et puis, une seconde partie qui est, elle, en 2 autres sous-parties. On retrouve un recueil de documents et de textes concernant la pratique du latin par les textes et la littérature, et l'histoire et les usages de la langue latine. Voilà ce qu'on va retrouver dans cette deuxième partie. Donc évidemment, ça va être un ouvrage indispensable pour se remettre à niveau sur le latin ou pour découvrir le latin également. Alors, autrement, vous pouvez donc retenir pour cette partie lettres l'analyse du texte littéraire, méthode de langue latine, et puis François Gesse qui nous a quittés récemment, il y a cet ouvrage qui s'appelle La double nature du livre, publié aux Belles Lettres, et un super bouquin chez Armand Collin, j'aurais dû m'attarder dessus, qui parle de la lecture en général, le concept de lecture aujourd'hui, qui est vraiment très bien également. Donc, il y avait pas mal de choses en lettres, je ne pouvais pas tout présenter. Voilà, alors je vais passer sur la philo maintenant. Philo, pareil, hein, j'ai retenu 6 titres qui sont présents ici. Il y a 3 titres de chez Hermann dedans. Et je vais commencer sur cet ouvrage des Belles Lettres, qui est une biographie sur José Ortega y Gasset, penseur de l'Europe. C'est de Béatrice Fonck, c'est publié aux Belles Lettres dans la collection Les Penseurs de la Liberté. Alors Béatrice Fonck, elle est professeure de civilisation espagnole à l'Institut catholique de Paris. Donc cet ouvrage est principalement une biographie autour du philosophe de José Ortega y Gasset, mais pas que, parce que l'ouvrage cherche à montrer comment a évolué la pensée de l'auteur autour du concept de l'Europe, parce que ça a été un des penseurs de l'unité européenne, Ortega y Gasset. Et donc, c'est toute cette évolution de sa pensée sur l'Europe qui est présentée dans cet ouvrage. L'ouvrage est en 8 chapitres. Donc, l'autrice revient sur l'évolution de la pensée européenne de Ortega y Gasset au lendemain de la Première Guerre mondiale et au lendemain aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et pas que, hein, dans l'entre-deux-guerres, tout y passe. Hein. Donc, c'est comment ces textes ont évolué, évidemment, sur la pensée et l'unité européenne. Donc, c'est un des fondateurs, plus ou moins, de la construction européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'un point de vue philosophique, hein, toujours. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est publié chez Hermann, c'est Les métaphores, une enquête sur l'élasticité de l'esprit de Michel Ledu dans la collection Hermann Philosophie. Alors Michel Ledu, il est professeur de philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Donc comme je vous l'ai dit, hein, l'ouvrage est sous-titré Une enquête sur l'élasticité de l'esprit. On parle donc de quel est le rôle de la métaphore dans la construction et la structuration de nos pensées. Quelles en sont les limites de cette métaphore? Donc l'auteur revient en 6 chapitres sur le rôle de la métaphore, alors sur l'interactionnisme, sur le contextualisme et sur l'analogie également. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui va être très compliqué, enfin qui est compliqué, parce que c'est de la philo, mais très détaillé pour comprendre la notion de métaphore, alors pas seulement en philosophie justement, sur d'autres pans de la société. L'auteur revient aussi dessus. Mais c'est principalement via le prisme de la philo.
Donc, sur la partie philosophie, vous pouvez donc retenir les deux titres, la biographie sur José Ortega y Gasset et les métaphores publiées chez Hermann. Et je vais terminer sur la partie psychosociaux. J'ai retenu évidemment 6 titres et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est les 17 cas cliniques en psychopathologie de l'adulte. C'est dans la collection Universi de chez Duno. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Nathalie Dumay, qui est professeure de psychologie clinique à l'Université de Lyon 2. Et Jean Ménéchal, lui, qui était l'initiateur de cet ouvrage il y a très longtemps, parce que c'est la 4e édition, qui est décédé en 2001, qui était un ancien professeur de psychologie également. Donc, dans cet ouvrage, on retrouve 17 études de cas faisant l'objet d'une étude complète en 4 grands chapitres. Donc, les 17 études de cas sont réparties, vous l'avez compris, dans les 4 grands chapitres. Il y a tout d'abord tout ce qui concerne les conflits génitaux et expressions névrotiques, la problématique narcissique et les figures dépressives, les expressions psychotiques et le vécu archaïque. Et enfin, la 4e partie va être consacrée à la psychopathologie et les réalités externes traumatiques. Voilà, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage de la collection Universi. Et le dernier titre que j'ai retenu, hop, c'est l'addiction au travail, de la pathologie individuelle à la gestion collective de l'engagement. C'est de Marc Loriol. C'est publié aux éditions du Manuscrit. Je présente très peu d'ouvrages de cet éditeur qui a souvent des perles chez eux, donc là c'est le cas. Un petit ouvrage d'une centaine de pages. Donc Marc Loriol, rapidement, lui, il est sociologue du travail et il est chercheur CNRS à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et donc, comme son nom l'indique, l'ouvrage traite de l'addiction au travail, donc qui est une forme d'addiction aussi. Et d'ailleurs, l'auteur revient sur qu'est-ce que l'addiction au travail, quelles sont les raisons sociales et économiques du surtravail, et puis quelles sont les conséquences négatives également du surtravail sur l'individu, d'un point de vue santé évidemment, et puis aussi psychologique. Et puis aussi sur la famille. Donc tout y passe dedans. Donc c'est un superbe ouvrage de sociologie du travail. J'avais hésité à le présenter dans la collection en économie, mais j'ai préféré le mettre sur la partie sociologique parce qu'il est plus d'un point de vue sociologique. D'ailleurs, le pédigré de l'auteur, ceci explique cela. Mais en tout cas, c'est un ouvrage qui est vraiment très intéressant sur le surtravail, l'addiction au travail. Il y a un mot anglais qui existe, c'est le workaholisme, d'ailleurs, autour de ce concept. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il y avait dans les sélections proposées des ouvrages qui vous ont intéressé, qui ont retenu votre attention, que tout a été clair. Juste pour mémoire, comme je vous l'ai dit, en fin de matinée, vous recevrez un petit email avec tous les liens que j'ai présentés aujourd'hui, le lien également avec le replay, le lien pour la prochaine séance qui aura lieu le vendredi 12 avril. Vous retrouverez la vidéo la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. N'hésitez pas par retour de mail si vous avez des questions à me les poser. Donc, je les prends par retour de mail, les questions. Donc, suite au mail, si vous avez des questions sur la partie SHS. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous dis à très bientôt, jeudi 12 avril. Au revoir.